Regardez ces têtes, ces sculptures, dans la roche. Où sommes-nous? Peut-être pas très loin de chez vous. En Bretagne, figurez-vous. Nous sommes dans la ville de Roténeuf pour visiter les rochers sculptés de Roténeuf, une superbe curiosité à visiter. Les rochers sculptés de Roténeuf qui ont été réalisés de la fin de 1894 à 1907. Il a fallu en effet 11 ans. Et qui a sculpté ces rochers? C'est un abbé Adolphe Julien Fouéré, que l'on appelle aussi l'abbé Fouéré, qui est né en 1839 et qui est décédé 3 ans après la fin de ses sculptures en 1910. Alors l'abbé Fouéré, personnalité de l'Église, qui exerça successivement son ministère à Paimpont, à Guipry, à Forges-la-Forêt, à Maxent, à Langouet. Et puis en 1894, on lui demande d'abandonner son poste de recteur. Il était recteur à Langouet, et cela malgré une pétition qui circulait à l'époque de ses paroissiens et qui était contre évidemment son départ, et on lui demande de se retirer comme prêtre à Roténeuf. Roténeuf, c'est à 5 km de Saint-Malo, qui se trouve aujourd'hui dans la grande banlieue de cette ville, mais figurez-vous qu'en 1900, Roténeuf était en fait rattaché non pas à Saint-Malo, mais à une commune qui est une station balnéaire, qui était alors en vogue, qui s'appelle Paramé. Alors l'ecclésiastique avait conçu une œuvre monumentale, inédite dans le monde, totalement inédite, inégalée, taillée sur les roches, sur les rochers, une fresque en plein air, qui est donc à la merci de l'érosion marine. D'ailleurs, c'est un véritable problème au quotidien, et l'avenir de ces sculptures est totalement incertain. Il y a des associations qui se sont mobilisées. On espère qu'un jour elles soient classées monument historique et patrimoine, pourquoi pas mondial de l'UNESCO, pour bénéficier d'une protection spécifique et des fonds pour l'empêcher l'action de l'érosion sur cette roche. 13 ou 14 ans, donc on l'a dit, fin du 19e, début du 20e, 1894, 1907, voilà l'abbé Fouéré, cet ecclésiastique qui taille par tout temps, d'hiver, en pleine chaleur, et Dieu sait s'il peut faire très chaud en Bretagne, comme vous le savez, et très froid aussi évidemment. Cette année, il fait plutôt très chaud l'été en Bretagne. Eh bien, il sculpte plus de 300 statues sur cet ensemble remarquable composé de rochers granitiques qui surplombent la mer. Alors, c'est quoi? Quelles sont ces sculptures qui peuvent paraître énigmatiques, ces sculptures en bois? Il habitait dans sa maison du bourg, qu'on appelait la Haute Folie, et la maison de l'Ermitage, et qu'on appelle aujourd'hui la Musée Bois. Alors, ces figures, c'était qui? Ces thèmes abordés? Une inspiration variée, qui tient compte de l'histoire. On a longtemps dit que en fait les sculptures étaient celles de bandits, mais c'est inexact. Il y a eu aussi la reproduction de la guerre du Transvaal qui fait l'objet d'une scénette, le président Kruger, le colonel de Villebois-Mareuil, et puis il y a une actualité coloniale qui paraît l'avoir occupé, parce que c'était un catholique militant, un patriote nationaliste, sans doute royaliste, qui avait voulu en mains endroits de ces sculptures faire de la propagande pour une évangélisation des peuplades soumises par la France. Et on retrouve évidemment l'homme célèbre de Roténeuf, Jacques Cartier, l'un des thèmes préférés de l'abbé, qu'il a représenté non seulement d'ailleurs dans les rochers, mais aussi en bois, dans l'Ermitage. Alors, les visiteurs ont toujours été très nombreux à venir visiter les rochers sculptés. C'est une curiosité qui menace le site, c'est l'érosion qui menace le site, les embruns, les ruissellements, et puis un intérêt journalistique de chercheurs. On a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au mystère, parce qu'il faut bien parler d'un mystère. Comme je vous l'ai dit, on a prétendu que certains de ces rochers, certaines de ces figures correspondaient à des bandits, à des pirates, des brigands, que l'abbé aurait essayé de reproduire. Regardez cette œuvre extraordinaire des rochers, des sculptures rochers dans les rochers de Roténeuf.
Alors nous voici un petit peu plus loin, effectivement. Nous sommes à présent au Luxembourg, dans le pays du Luxembourg, et pour visiter un superbe château qui est le château de Vianden. Vianden c'est donc un château fort que vous découvrez sur ces images, situé dans le pays du Luxembourg, et Vianden, c'est un château qui est une sorte de transition, si vous voulez, dans le temps entre le roman et le gothique. On trouve des premières traces du château de Vianden vers le milieu tout de même du 5e siècle avant notre ère. Hein, le château de Vianden, la construction du château de Vianden a donc démarré, pense-t-on, à l'époque romaine, et elle s'est poursuivie à l'époque carolingienne. Bon, ce que vous voyez à l'écran, la majorité des bâtiments a été érigée cependant, parce qu'on était sur le départ, nous on se aussi sur des ruines, entre le 11e et le 14e siècle. C'est un château qui a connu de nombreuses modifications, parce qu'on ne compte pas moins de 9 époques architecturales différentes entre du 5e siècle à nos jours. Et puis, depuis 1977, Vianden, le château de Vianden est la propriété de l'État luxembourgeois du pays qui le restaure dans le respect de formes historiques. Alors, les fouilles ont permis de découvrir la présence d'un fortin construit sous le Bas Empire, par exemple, et une première enceinte médiévale carolingienne élevée au 9e siècle. Voilà pour ces images extraordinaires de ce superbe château de Vianden dans le Grand-Duché de Luxembourg. Là, nous rentrons totalement à présent dans le mystère. Il y a sans doute parmi nos amis téléspectateurs des amateurs d'Arsène Lupin. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est la maison et le jardin de Maurice Leblanc, le papa d'Arsène Lupin. Eh bien oui, le Clos Lupin se visite dans la ville d'Étretat. Vous pouvez ainsi prendre plaisir à composer un itinéraire Lupin depuis Paris jusqu'en Normandie, où vous vous arrêterez dans des lieux lupinesques, et vous bénéficierez également d'un très très beau parcours fait pour les visiteurs, empli bien évidemment de mystères d'un bout à l'autre du parcours, et puis enfin une très intéressante boutique avec des DVD, des livres parfois rares consacrés à Maurice Leblanc. Et puis regardez, restons à Étretat. L'Aiguille Creuse, toujours, qui va faire son apparition à l'écran. La plage d'Étretat, l'Aiguille Creuse, superbe station balnéaire, dont le maire fut à un moment donné Raymond Lindon, avocat général à la Cour de cassation, et puis, comme vous le savez certainement, lié à la famille d'André Citroën. Raymond Lindon est d'ailleurs a eu comme pseudonyme en littérature Valère Catogan, qui a écrit un mystérieux ouvrage sur les secrets des rois de France. Vous voyez donc comme on baigne en plein mystère dans cette ville d'Étretat, ces falaises abruptes qui donnent sur la mer, et l'Aiguille Creuse, le nom de ce roman de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Regardez un peu ce paysage époustouflant qui est une invitation à redécouvrir évidemment la très belle œuvre de Lupin.